Bah, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, une deuxième présentation qui sera très différente de la première et je crois qu'il va illustrer en plus les différences, et je crois que c'est super, entre l'économie et la sociologie, mais aussi les complémentarités. Karen, je crois, est aussi fellow de l'Institut Convergence Migration où on fait ces recherches pluridisciplinaires. Je pense que c'est là où il y a le plus de gains à faire en termes de connaissances. Et donc voilà, vous verrez que les présentations vont pas se ressembler, pas du tout. Mais encore une fois, je pense que c'est complémentaire et que les deux se répondent d'une certaine manière. Je le dis parce que vous verrez que, et je sais que ça peut heurter certaines personnes, on a en économie des manipulations de catégories qui sont très rudes, très brutes, et qui peuvent un peu choquer. Et donc nous, on va vraiment classer les gens, malheureusement, avec toutes les critiques justifiées qu'on peut faire à ça dans des catégories hommes-femmes, migrants, non-migrants, etc. Donc j'essaierai de définir de quoi je parle à certains moments. Si jamais il y a des doutes, vous pouvez m'interrompre, n'hésitez pas. C'est pas forcément un dialogue d'une heure où je fais que parler. Si vous avez des questions sur ce que je dis, fais ou des remarques, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc aujourd'hui, effectivement, moi je vais parler de recherches récentes que j'ai menées donc, sur le rôle des médias dans la formation des attitudes envers l'immigration. Euh, L'idée de cette recherche, elle vient d'un constat qui est que lorsqu'on mesure l'information que, donc je vais appeler les natifs, les autochtones, donc les gens qui vivent dans un pays dans lequel ils sont nés, euh, donc ces attitudes ou l'information que les gens ont à propos des chiffres ou des réalités à propos de l'immigration, sont en fait très très loin de ce qu'on peut mesurer dans les enquêtes statistiques, etc. Si je prends un exemple très simple, vous demandez aux gens dans la rue au hasard, demandez quelle est la part des immigrés qui vivent dans votre pays en leur donnant une définition commune qui serait par exemple des gens qui sont, donc, on dirait en anglais, foreign born, donc qui vivent dans un pays dans lequel ils ne sont pas nés, peu importe qu'il soit naturalisé ou pas. Si vous faites ça, donc ça, c'est des recherches que j'ai pas menées moi, mais qui sont connues et il y a plein de papiers qui documentent ça. Si vous faites ça dans plein de pays receveurs de migrants de l'OCDE, donc plutôt des pays très riches, dans lesquels le débat migratoire tend à être actuellement très, très polarisé et très controversé, ben, vous voyez que systématiquement, on a donc en bleu, vous avez la mesure réelle qui est mesurée par les instituts statistiques. Et puis vous avez ce que les gens perçoivent de la part des immigrés. Donc par exemple en France, si on prend cette définition-là de les immigrés sont des gens qui vivent en France mais qui n'y sont pas nés, peu importe qu'ils soient naturalisés ou pas, ben, on en a à peu près 12%. Et puis vous voyez que les gens vont à peu près répondre 29-30%. Donc une surestimation qui est très forte, qui n'est pas spécifique à la France, qui est spécifique à peu près à tous les pays receveurs. Alors la première chose que vous pourriez me dire, bah, effectivement, mais c'est un problème de définition. C'est-à-dire que quand vous demandez aux gens dans la rue, ils n'entendent pas exactement par immigré la même chose que ce que l'INSEE ou d'autres instituts statistiques peuvent avoir en tête. C'est pas que ça. C'est vrai que souvent, quand on demande ces informations aux gens, ce qui vient, c'est que les gens ont tendance à compter à la fois les immigrés donc de première génération, et puis aussi leurs descendants. Donc en France, si on compte les immigrés de première génération, puis de ce qu'on appellerait de seconde génération, leurs enfants, on arriverait autour de 20, un peu plus de 20%, entre 20 et 25, ça dépend encore une fois les définitions. Et vous voyez que là, on est encore toujours en dessous de ce qui est perçu. Donc l'écart peut varier entre les pays. Pour certains pays, ça rapproche très fortement l'estimation des gens de la réalité, mais on a toujours une surestimation. Donc c'est pas qu'une question de définition, même lorsqu'on arrive vraiment à s'entendre sur de quoi on parle, il y a toujours cette idée que, et la plupart du temps, les gens surestiment le nombre d'immigrés. C'est pas spécifique à une seule population. Vous pourriez me dire, mais vous avez interrogé certaines personnes de manière spécifique, vous êtes allé au supermarché à une telle heure, et ben, à telle heure, c'est telle personne qui sont au supermarché. Non. Si vous faites des enquêtes représentatives et vous regardez par sous-catégorie de population, ici, donc ce qui est représenté, c'est la différence entre le point bleu et le point rouge précédemment, donc la différence entre ce qui est mesuré et ce qui est perçu. Vous voyez que c'est systématiquement positif, donc c'est systématiquement un chiffre au-delà de zéro. Les gens pensent qu'il y a plus d'immigrés que ce qu'il y en a réellement, et c'est pas spécifique à une catégorie. Bien sûr, il y a des différences. Par exemple, on voit que les gens qui ont un baccalauréat, donc ce qui est écrit ici college, je suis désolé, il y aura plein de trucs en anglais. Euh, j'ai pas fait l'effort et j'aurais dû le faire dans un truc où il y a plein d'interprètes peut-être, mais j'ai pas fait l'effort de traduire ces trucs-là. Mais je pense que c'est accessible à tout le monde et c'est pas très important. Mais donc, vous voyez que dans mon propos, c'est de dire que les gens qui ont un baccalauréat ben, surestiment moins, par exemple, que les gens qui n'ont pas de baccalauréat. Les gens qui sont dans un secteur, qui travaillent dans un secteur où il y a beaucoup d'immigrés, ont tendance à surestimer, etc. Les immigrés eux-mêmes
enfin les personnes qui ont des parents immigrés ont tendance à beaucoup surestimer aussi. Donc il y a comme ça tout un tas de facteurs, votre âge, l'endroit où vous travaillez, votre association politique, pas trop. Vous voyez qu'ici, qu'on se sente, que les gens se déclarent de droite ou de gauche, finalement, la surestimation est à peu près la même. Mais en tout cas, voilà, il y a tout un tas de facteurs qui font qu'on peut surestimer de manière différente, mais quand même, la mauvaise perception, elle est à peu près commune, quoi. Elle est partagée par l'ensemble de la population. Et vous pourriez me dire aussi, mais en fait, c'est pas spécifique à la migration, c'est que les gens ont une mauvaise perception de plein de sujets, parce que, bah oui, on va pas tous les jours consulter moi-même les chiffres de l'INSEE, on a une connaissance partielle de la réalité. Mais non, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est toujours spécifique à la migration. Ici, si vous regardez, vous avez les mauvaises perceptions, donc sur le graphique de gauche, qui sont représentées sur la part donc, des gens qui ont un baccalauréat chez les immigrés et chez les natifs. Donc on demande aux gens combien vous pensez qu'il y a d'immigrés qui ont un baccalauréat parmi la population des immigrés, et on demande exactement la même question pour les natifs. Et donc il y a deux choses, non seulement ils surestiment toujours la part des natifs qui ont un baccalauréat, donc ils surestiment l'éducation des natifs, mais à l'inverse, ils vont sous-estimer l'éducation des immigrés. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui est spécifique à l'information sur la migration et qui, évidemment, reflète pas seulement de la méconnaissance, mais aussi des perceptions qui peuvent être différentes de ce que peuvent être les immigrés de la population native. Et ça, vous le retrouvez par exemple, ici, vous avez la part des gens qui sont de confession musulmane dans les immigrés. Alors, à part pour la France où les gens répondent très bien, ils sont très bons, ils estiment que 50% des immigrés sont de confession musulmane, ce qui est ce que déclarent eux-mêmes les immigrés dans les enquêtes. Pour tous les autres pays, vous voyez que là, on a encore une surestimation très, très forte. Donc, pour finir très rapidement sur cette introduction, et en fait, c'est la base de mes travaux, c'est de se dire, OK, mais alors, si les natifs, ils ont une connaissance approximative des chiffres, des statistiques officielles, quel impact ça a sur leurs attitudes, sur leur vote, sur la façon dont ils perçoivent l'immigration, etc. Et l'autre question qu'on se pose, c'est, mais donc s'ils n'ont pas l'information des instituts statistiques, d'où vient leur information? Elle peut venir de leur expérience personnelle, bien sûr, mais elle peut venir aussi de quelque chose auquel on est tous exposés maintenant, qui sont les médias. Donc les médias, ça peut être la télé, la presse, la radio. Je ne vais pas traiter des réseaux sociaux ici dans mon exposé, mais évidemment, c'est de plus en plus important. Même si les réseaux sociaux, une grande partie de l'information qui circule sur les réseaux sociaux vient aussi de sources médiatiques plus traditionnelles. Et donc voilà, la question c'est donc si les natifs ont cette information à travers les médias, bah, du coup, quelle est la responsabilité des médias dans cette mauvaise information, dans les perceptions que les gens peuvent avoir de l'immigration? Et donc, il me semble qu'il y a il y en a probablement d'autres, hein, on pourra en discuter si vous voulez, mais il me semble qu'il y a trois grandes questions qu'on peut se poser. Donc, c'est bah, les médias, ils peuvent influencer les attitudes a priori des gens envers l'immigration, ce que pensent les gens de l'immigration, en parlant plus ou moins. C'est ce qu'on disait, ce que vous disiez dans votre introduction tout à l'heure. Il y a des médias qui vont parler beaucoup d'immigration, d'autres qui vont en parler un peu moins. Il y a des moments où on va parler tous beaucoup d'immigration, comme pendant la loi ou les élections, d'autres moments un peu moins. Quel impact ça a? Deuxièmement, ils peuvent en parler d'une certaine façon. On peut en parler positivement, plutôt négativement. On peut en parler, la question, comme dans l'exposé précédent, des migrants qu'on va dire économiques dans les médias ou des migrants qu'on va appeler réfugiés. Ou voilà, on peut en parler en faisant des associations avec des sujets très loin comme le terrorisme ou des sujets plus concrets comme l'accueil des réfugiés ou les camps de réfugiés à Calais, etc. Il y a plein de sujets qui peuvent être abordés. Quelle influence ça va avoir de parler d'une chose ou d'une autre? D'en parler positivement ou pas. Et puis, si on considère que l'information que les natifs ont est partiellement biaisée ou partiellement fausse, ben, il y a en général, des outils qu'on met en avant pour corriger ça, c'est ce qu'on appelle maintenant le fact-checking. Alors, on dit qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent, et donc l'impact des médias, ça va être justement de faire du fact-checking, de vérifier les informations et de donner une information de qualité la plus neutre possible aux personnes. Et donc, quel impact ça a, ce fact-checking? Est-ce que c'est efficace ou pas? Donc ça, c'est les trois questions que je vous propose de traiter ensemble. Les deux premières, c'est des choses que j'ai faites moi-même. La troisième, c'est plutôt des travaux que je vais vous présenter d'autres économistes. Et voilà, on peut y aller. Donc du coup, première question, c'est ce que je vais appeler, en anglais, on dirait salience. J'ai pas trouvé de mot parfait. Pour la traduction française, ce serait la science. Science, ça vient du latin qui veut dire sauter, donc comme sauter aux yeux. J'ai pas de traduction à part science, proéminence en français, mais c'est cette idée que des choses, des phénomènes comme le phénomène migratoire vont à un moment donné dans la société être plus proéminents ou non. On va plus parler ou pas d'immigration. Et quel impact ça va avoir?
Donc, quand on parle en psychologie de cette idée de salience, on parle d'un processus psychologique par lequel l'attention d'un individu va d'un coup être attirée vers quelque chose de très brillant. Voilà, c'est des choses qui ont été mises en évidence dans la psychologie, d'abord au niveau des consommateurs, les produits. Voilà, vous voyez un produit dans la rue sous une pub, et ça devient très saillant pour vous, et puis vous allez avoir envie d'aller l'acheter. Vous allez voir une pub, une boisson, et puis vous allez avoir soif, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui va d'un coup devenir très important pour vous, très influent psychologiquement, qui va attirer votre attention. Et du coup, dans vos décisions suivantes, bah, ça va compter. Et ça va plus compter que si vous n'aviez pas reçu ce signal. Alors, est-ce qu'on a des évidences dans la littérature que cette saillance de l'immigration, elle peut jouer sur les attitudes? Oui, on en a. Il y a des choses qui ont été faites en dehors de l'impact des médias. Par exemple, on a fait des expérimentations dans lesquelles on pose des questions à des gens à propos de l'immigration. Qu'est-ce que vous pensez de l'immigration? Et puis on leur demande aussi, est-ce que vous êtes pour ou contre la redistribution? Ou quelle est la part, à votre avis, des 10% qu'on devrait prendre, la part des 10% les plus riches, combien on devrait leur prendre pour donner aux 10% les plus pauvres? Plein de questions comme ça. Est-ce que vous êtes pour financer les services publics? À quel point? Etc. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement rendu aléatoire l'ordre dans lequel les gens recevaient les questions. Il y a certains répondants auxquels on posait d'abord les questions de redistribution, et d'autres, on leur posait d'abord les questions de migration. Et ça, de manière complètement aléatoire. Et ce qu'on remarque, c'est que les gens ont reçu le bloc de questions immigration avant le bloc de questions redistribution, complètement par hasard. Ben, ils ont eu tendance à être beaucoup moins pro-redistribution que ceux qui ont reçu les questions de redistribution juste avant. Pourquoi? Parce que le simple fait de leur avoir parlé d'immigration réactive des préjugés préexistants, d'accord, rend plus saillant l'immigration et donc influence leurs réponses. Donc on a cette évidence-là. Il y en a d'autres, donc ça c'est des expérimentations, si vous voulez, faites en laboratoire, où on demande à des gens de répondre à des questions sur des ordinateurs. Mais on pourrait tout à fait retrouver ce genre d'expérimentation dans la réalité. Par exemple, il y a des travaux qui ont montré que en Allemagne, si vous regardez les élections municipales, donc les élections municipales, les dates sont déterminées bien à l'avance. Le Ramadan arrive de manière cyclique avec des dates déterminées bien à l'avance. Donc dans les villes qui ont une mosquée, la distance dans le temps entre le Ramadan et les élections va jouer sur le résultat des élections. Pourquoi? Parce que plus le Ramadan va être proche des élections, plus vous allez avoir des prières, des fêtes, des manifestations, etc., qui vont être visibles pour la population native. Et donc, ils vont changer les résultats électoraux. Comment? Ben, ils vont rendre plus saillant l'immigration. Et donc, des gens qui sont anti-immigration vont aller plus se mobiliser pour voter contre l'immigration. Et à l'inverse, des gens qui sont plus pro-immigration, ça va leur rappeler cette appétence pour l'immigration. Ils vont plus aller voter en Allemagne plutôt pour l'extrême gauche. Donc, on a comme ça cette polarisation. Et cette polarisation, ben, on va la retrouver avec les médias. C'est ce qu'on a fait donc, avec Sarah Schneider-Struwinski, donc, qui est assistante professeure à l'université d'Exeter au Royaume-Uni. On a essayé de voir si est-ce qu'on pouvait retrouver les mêmes choses ou des effets différents avec les médias. Donc, comment on a fait ça? Bah, tout simplement, on a collecté deux sources de données. On a demandé à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, de nous donner les données sur tout ce qui était passé à la télévision entre 2013 et 2017, ce qui était disponible quand on a commencé notre travail, sur plein de chaînes françaises, donc les grandes chaînes traditionnelles, TF1, France 2, France 3, etc. Et donc dans lesquels on est capable de parfaitement voir chaque seconde qu'est-ce qui est diffusé, de quoi on parle, d'accord? Est-ce qu'on parle d'immigration ou pas, et combien de temps on en a parlé. Donc on va avoir cette mesure-là pour chaque chaîne, on va pouvoir mesurer pour chaque mois, est-ce qu'on a beaucoup parlé d'immigration, est-ce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, est-ce qu'on a associé l'immigration à certains sujets ou pas, etc., etc. Et on va combiner cette information avec des données d'enquête individuelles dans lesquelles on sait à la fois ce que pensent les gens à propos de l'immigration, et aussi, on va savoir ce qu'ils regardent comme chaîne. Alors, je vais vous détailler un peu ces données, puisque c'est le travail de l'économiste en général, c'est justement d'utiliser ces données. Donc, les données de l'INA, vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on a. Donc, l'INA nous fournit, par exemple, un texte et nous dit, ben voilà, tel jour, donc ça, c'est sur BFM TV. Le premier sujet qui a été abordé, c'est un sujet donc avec Routel Krief, Nathalie Chouk du Parisien, etc., blablabla. Et donc, vous avez dedans, la peur a augmenté suite aux images des migrants en Hongrie et en Allemagne, les dirigeants européens sont en panique, etc. Donc, nous, on va entraîner des algorithmes qui vont nous permettre de détecter, parce qu'on a des grandes sources de données, on a des millions, du coup, vous imaginez, de sujets, qui vont détecter est-ce qu'on parle d'immigration ou pas. Donc, typiquement, ici, l'algorithme va nous dire, bah oui, regardez, il y a le mot migrant, il y a le mot réfugié. Donc, ici, ça, c'est un sujet qui parle d'immigration. OK? Donc, il va le faire pour tous les sujets. Il va me dire ça, on parle d'immigration, ça, on ne parle pas. Évidemment, à des moments, il va nous parler de migration des oiseaux. Donc, on va corriger pour tout ça. Et donc, on va récupérer que l'information
qui parle de migration humaine. Lorsqu'on agrège cette information pour toutes les chaînes dans le temps, on voit qu'en moyenne, sur cette période-là, 2013-2017, il y a 4% des sujets qui parlent d'immigration. OK. 3% avant la crise, j'appelais ça la crise des réfugiés. Ce mot est un peu bizarre, la crise des réfugiés, mais c'est comme ça qu'il est traité dans les médias. Avant la crise des réfugiés en Allemagne, plutôt en Allemagne de 2015, et 5% après. Donc on a une augmentation, je vous le montrerai. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Il faut le comparer à d'autres sujets. Par exemple, si vous prenez un sujet dont on parle beaucoup dans les médias, le sport, c'est 7% des sujets. Donc, vous voyez que l'immigration, c'est quand même quelque chose d'important. C'est à peu près autant que l'environnement, par exemple, que tous les sujets qui parlent d'environnement, d'écologie, etc. Ici, sur ce graphique, vous avez cette augmentation entre 2013 et 2017. Alors ici, les variations ont été fixées à 100 avec le pic le plus haut. Donc, ce n'est pas tellement le chiffre qui nous intéresse, c'est l'évolution. Et donc, vous voyez qu'effectivement, donc c'est la courbe en noir, les sujets ici. Donc, vous avez un pic ici. Vous vous souvenez, il y avait eu un naufrage très important au large de Lampedusa avec 350 morts, si ma mémoire est bonne, sur un bateau de 500 personnes. Donc, vous voyez qu'ici, on en a beaucoup parlé. Et puis, vous avez ce pic ici très fort de la crise des réfugiés. Donc c'est vrai qu'entre 2013 et 2017, la façon dont on a parlé d'immigration a beaucoup été tirée par cette crise des réfugiés, mais pas uniquement, vous verrez. Et ce qui est intéressant, c'est de le comparer à la fois à la demande d'asile en Europe, d'accord, que vous avez ici sur cette courbe en hachuré, et puis de le comparer ici en pointillé avec une courbe qui vous donne le nombre de fois où les gens ont entré dans Google, vous savez, dans la barre de recherche Google, un terme lié à l'immigration. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le nombre de fois où on parle d'immigration, donc la courbe en noir, vous voyez que c'est très corrélé. Ça ressemble beaucoup à la courbe du nombre de fois où les gens entrent des informations. Ce qui nous donne quand même une indication sur effectivement, il y a quand même un des moments, alors on ne peut pas dire que c'est du coup les gens ont vu des médias et sont allés sur Google, peut-être que c'est l'inverse, les gens se mettent à s'intéresser à l'immigration et les médias en parlent, mais en tout cas, il y a des moments comme ça dans lesquels, dans la société, à la fois chez les gens, les médias, etc., il y a une résurgence, si vous voulez, une proéminence qui augmente du sujet migratoire. Alors, évidemment, encore une fois, on ne parle pas toujours de la même chose. Ici, vous avez, de manière tout à fait donc, algorithmique aussi, on demande à notre ordinateur de nous dire, classe-moi en fonction des mots, essaie de m'identifier un peu de quoi on parle. Ok. De quoi on parle quand on parle de migration. Et donc, en gros, il nous donne des sujets différents. Il nous dit, encore une fois, hein, sur la période 2013-2017, c'est vraiment restreint et dans nos chaînes que je vous ai présentées. Il nous dit, bah, on parle un peu de terrorisme. On parle de politique française, donc voilà, tout ce qui est, je sais pas, l'affaire Leonarda avec Manuel Valls à l'époque, qui ressort beaucoup. On parle d'Allemagne, la crise des réfugiés en Allemagne. On parle d'Union européenne, le contrôle des frontières, des choses comme ça. De camps de réfugiés en France, à Calais, des caravanes de migrants aux États-Unis qui ont beaucoup occupé l'actualité à un moment donné, de naufrages de bateaux en Méditerranée, du coût des migrations, du coût économique associé aux migrations. Est-ce que les immigrés prennent le travail des natifs? Est-ce qu'on doit régulariser, etc., etc. Et puis du conflit syrien, évidemment, qui est très prégnant. Et vous voyez que dans le temps, tout ça change, tout ça bouge, ok? Mais là, pour le moment, je vais vous demander un petit exercice psychologique, c'est d'évacuer complètement ça. C'est-à-dire on va pas du tout s'intéresser dans cet article-là, en tout cas pas dans ce que je vais vous présenter, on le fait dans l'article. Et si ça vous intéresse, vous pourrez regarder. On regarde l'impact de chaque sujet différent, d'en parler positivement, d'en parler négativement. On va vraiment s'intéresser à juste en parler, peu importe la façon dont on en parle. Ok. Alors, donc ça, c'est pour les données de l'INA, dans lesquelles on est capable de mesurer si on parle d'immigration ou pas. Dans les données individuelles, donc c'est des données de panel. Les données de panel, ce qu'on appelle des données de panel, c'est des données dans lesquelles on a chaque individu qu'on enquête de manière répétée dans le temps. Donc on a 12 vagues dans lesquelles on interroge les mêmes individus. Donc on ne les interroge pas directement, ils ont une tablette chez eux et ils répondent à plein de questions sur plein de choses. Et dans ces questions-là, il y a des questions sur l'immigration, dans lesquelles on leur demande de répondre sur des étapes. Donc si vous voulez, est-ce que d'accord, pas d'accord, un peu pas d'accord. En gros, c'est ça, pour simplifier. Donc entre septembre 2013 et décembre 2017, on les interroge 12 fois et on leur dit est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec ces grandes phrases? Il y a trop d'immigrants en France. La vie culturelle de la France est enrichie par les immigrés. Et les musulmans français sont des citoyens français comme les autres. D'accord? Donc on a ces trois questions-là. La dernière question est un peu différente des deux premières, mais qu'elle s'intéresse spécifiquement à une sous-population des immigrés, mais qui est très importante en France. Il y a souvent une distinction flou entre le sujet migratoire et le sujet lié aux musulmans en France. Et donc, du coup, on a ces trois questions-là qu'on va utiliser séparément, ensemble. On va faire tous les tests possibles. C'est pas, tous nos résultats ne sont pas tirés par une seule question. On a vraiment
résultats communs à l'ensemble de ces questions qui en fait sont très corrélés. Les gens qui répondent d'une certaine façon à une question répondent aussi d'une certaine façon aux autres questions. Donc on a à la fois ces questions-là, très, très simplistes, hein, qui ne reflètent pas grand-chose, si ce n'est qu'une impression sur est-ce que la personne est plutôt pro ou anti-immigration. Et on a une question sur la chaîne que les gens utilisent pour regarder l'information politique. Donc les gens disent, ben voilà, moi je regarde le 20h de TF1, moi je regarde le 20h de France 2, non, moi c'est plutôt rapidement sur BFM TV, etc., etc. Et cetera. Et donc ça c'est intéressant parce que ça va nous permettre de connecter chaque personne à chaque moment, parce que les gens peuvent changer de chaîne éventuellement, à chaque moment à l'information à laquelle il a été probablement exposé. Alors, ce qu'on remarque quand on classe les gens en fonction des attitudes, donc ici, vous avez, en gros, on a classé les gens en fonction de leurs réponses, peu importe les chiffres qui ne sont pas très intéressants ici parce qu'ils ont été remanipulés d'une certaine façon pour que les échelles aient un sens. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quatre grandes catégories de personnes. Encore une fois, c'est très abrupt, hein. Il y a des gens qui sont entes, c'est un continuum. Mais pour simplifier, on les a mis dans quatre grandes catégories. On peut faire varier ces catégories, on peut faire un continuum, faire tout ce que vous voulez, ça ne change rien. Mais on a des gens qui sont anti-immigration, qui sont contre, des gens qui sont pour, en gros c'est 20% de chaque côté, et vous avez une grosse masse de gens au milieu, 60% de la distribution, de gens qui n'expriment pas des fortes préférences, qui sont dans les plutôt un peu, plutôt contre, mais qui ne savent pas trop, d'accord, qui sont pas, qui expriment pas c'est très très bien d'avoir beaucoup d'immigrants en France, ou c'est très très mal, ils vont dire ouais, c'est peut-être un peu bien, un peu mal, ils ne savent pas trop. Mais quand même, ils ne sont pas parfaitement au milieu, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont un peu soit oui, pourquoi pas, soit un peu non, pourquoi pas. Ils sont un peu oui, un peu non, et puis vous avez les clairement non, les clairement oui. OK? Et donc nous, on va regarder comment ces catégories changent, comment les gens vont sauter d'une catégorie à l'autre en fonction de si pendant le mois où on les a interrogés, pendant le mois précédent, plus précisément, est-ce qu'on a beaucoup parlé d'immigration ou pas? Alors qu'est-ce qu'on trouve? Bah, si vous faites ça, vous allez trouver qu'il n'y a aucun effet. Si vous regardez en moyenne, est-ce que les gens deviennent plus pro-immigration ou plus anti-immigration lorsqu'on parle plus d'immigration? Vous voyez aucun effet. Pourquoi? Parce que cet effet moyen, il cache en fait un effet de polarisation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui vont partir à droite de la distribution et des gens qui vont partir à gauche. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que ceux qui sont, je vais revenir sur mon graphique, ceux qui sont un peu anti-modérés, anti-immigration, mais un tout petit peu, ils vont augmenter leur probabilité de devenir très contre. Ceux qui sont un petit peu pour, ils vont augmenter leur probabilité de devenir très pour. Et ça, c'est un résultat qu'on a constamment dans ce papier-là, donc vous retrouvez sur ces deux graphiques. En gros, ici, vous avez l'effet de parler plus d'immigration, d'accord, en fonction de où vous vous trouviez ici précédemment. Ça, c'est pour est-ce que j'en parle positivement, et ça, c'est est-ce que je suis pardon, très positif, et ça, je suis très négatif. Donc ici, vous voyez que la probabilité de devenir très positif sur le graphe de gauche, elle augmente pour ceux qui étaient déjà positifs. Donc en gros, ils augmentent leur probabilité de rester très positifs, ou pour ceux qui étaient un peu positifs. Quand ici, vous avez la barre qui croise l'axe du zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet. Donc ceux qui étaient contre l'immigration ou un peu contre, ils ne deviennent pas d'un coup très pour. Par contre, eux, vous voyez, qui deviennent très contre. Donc on a comme ça cet effet de science qu'on trouve avec les médias. Les médias se mettent à parler d'immigration, les gens sont exposés. Qu'est-ce que ça fait? Ben, les gens qui étaient extrêmement contre, eux, ils restent extrêmement contre. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était déjà un sujet très important, très saillant. Ils avaient déjà ça en tête. Les gens qui étaient extrêmement pour, c'est moins saillant pour eux, mais du coup, ils augmentent leur probabilité de rester pour, de ne pas revenir vers des attitudes modérées. Et par contre, les gens qui sont au milieu, qui sont des gens modérés, bah, les un peu pour, ils deviennent très pour, et les un peu contre, ils deviennent très contre. D'accord? Et donc ça, c'est un résultat important parce qu'on retrouve les mêmes effets sur les votes ensuite. Quand on regarde plus les intentions juste envers l'immigration, les attitudes, mais qu'on regarde les votes, pour qui vous votez, ben on remarque que ceux qui étaient un peu contre l'immigration, ils augmentent très fortement leur probabilité de voter pour des partis anti-immigration d'extrême droite. Et on a l'inverse. Alors, la polarisation vers la pro, ce n'est pas des gens qui vont aller voter vers des partis d'extrême gauche, parce que l'extrême gauche, dans ce qu'on voit, a une relation à l'immigration qui est moins claire que la position d'extrême droite. C'est plutôt des gens qui vont être du centre et qui vont aller voter pour des partis de gauche ou des partis écologistes. Donc, typiquement, dans notre période, le PS ou les Verts. D'accord? Donc, on a une polarisation comme ça. Les gens du centre qui vont aller voter pour le PS et pour les Verts, plus fortement. Et puis les gens de la droite initiale, donc à l'époque UMP, dans cette époque-là, UMP ou LR, qui vont augmenter leur probabilité de voter pour l'extrême droite. Et donc on a comme ça une polarisation, d'accord, de la distribution des attitudes à un moment donné, juste parce qu'on n'a pas les plus d'immigration. Alors, comment on explique cela? Ben, il pourrait y avoir d'autres mécanismes alternatifs, d'accord, que cette histoire de science. Moi, je vous ai déjà donné, si vous voulez, le résultat. Je vous dis, bon, voilà, c'est comme ça qu'on l'explique, par une réactivation
d'accord, de biais qui existent. Les gens qui votaient pour l'UMP ont une certaine idée de l'immigration, mais qui n'est pas très forte, qui n'est pas qu'un sujet potentiellement très important pour eux. Mais si on se met à leur en parler beaucoup, ah bah oui, du coup, ça devient quelque chose d'important. Et ils vont exprimer très fortement cette préférence, et donc ça va changer leur préférence. Mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être de ce qu'on appelle en anglais du motivated thinking, donc du raisonnement motivé. En gros, bah, lorsqu'on vous parle, si on vous parle de quelque chose qui va dans votre sens, bah, vous intégrez cette information. Et si on vous parle de quelque chose qui est contradictoire à ce que vous pensez, bah, vous ignorez cette information. Ok, c'est pas ça, on ne trouve pas ça dans l'article. On le teste de plusieurs manières. Le seul endroit où on trouve cet effet de motivated thinking, c'est des gens qui seraient initialement extrêmement contre l'immigration et à qui on proposerait des sujets extrêmement positifs. Et alors là, c'est un effet très fort pour eux, c'est-à-dire que ça les renforce encore plus dans leurs attitudes anti-immigration. C'est-à-dire qu'ils sont anti-immigration au départ, on les expose à des choses positives, et ça les gêne tellement, c'est tellement heurtant pour eux que ça renforce encore plus leur probabilité de devenir anti. D'accord? C'est le seul motivated thinking qu'on trouve. Ça pourrait être aussi un effet de persuasion, c'est-à-dire que bah, initialement, vous avez des attitudes, vous aimez plus ou moins l'immigration, donc vous choisissez des chaînes qui parlent plus ou moins d'immigration ou qui en parlent d'une certaine façon. Du coup, vous vous retrouvez de manière répétée exposé à un certain type d'information. Typiquement, une personne n'aime pas l'immigration, il regarde une chaîne anti-immigration. Tous les jours, il regarde des choses anti-immigration. Et donc, c'est ça qui continue de le persuader. Et donc, au fur et à mesure, bah, il va passer de un peu contre à très contre. Mais cet effet-là, ce n'est pas l'effet qu'on voit nous. Ce n'est pas l'effet qu'on tire. Pourquoi? Parce que dans le papier, on a regardé quelque chose qui est intéressant, c'est de regarder la polarisation à l'intérieur d'une chaîne. C'est-à-dire des gens qui regarderaient exactement la même chaîne, d'accord? Et on va les comparer, eux, au fur et à mesure du temps. A priori, s'ils regardent la même chaîne, ils sont exposés à la même information. Donc, si cette information-là, elle est biaisée, elle est manipulée, ils devraient converger vers le même avis. Or, ce qu'on trouve, c'est que malgré le fait qu'ils regardent la même information, ils vont diverger. Et ils vont diverger en fonction de quoi? En fonction de leurs attitudes initiales. Ceux qui étaient un peu pour vont devenir extrêmement pour, ceux qui étaient contre vont devenir extrêmement contre. Donc ça nous confirme, on a d'autres résultats dans le papier qui nous confirment ça nous confirme que cet effet, si vous voulez, de science, de proéminence, c'est vraiment un effet qu'on pourrait appeler de premier ordre. C'est-à-dire que plus que comment on parle d'immigration dans les médias, c'est le simple fait d'en parler qui va jouer. Et ça pose énormément de questions d'un point de vue médiatique ou d'un point de vue de ce qu'on est en train de faire ensemble là. Là, on est en train de parler d'immigration. Donc, qu'est-ce que ça induit chez nous? Bah, ça induit que l'immigration est très prégnante. Quand vous allez sortir de cette réunion tout à l'heure ou de ces 2 jours de conférence, pour vous, l'immigration, que vous le voyez ou non, ce sera quelque chose qui sera dans votre esprit. Et donc, ça va jouer sur la façon dont vous allez penser l'immigration. D'accord? Ça va peut-être réactiver des choses chez vous qui existent en fonction de votre positionnement par rapport à l'immigration. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, du coup, euh, c'est important, c'est un sujet qui est important, et donc ça a une implication pour les médias. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est des effets assez court terme, de court terme. Vous êtes exposé très fortement à quelque chose, et puis un mois après, vous avez oublié de quoi on vous a parlé. D'accord? Ces effets de stimuli psychologiques, ils ont des effets assez de court terme, environ un mois, est-ce que c'est important quand même? Est-ce que ça veut dire que c'est pas important? Du coup, bon, bah, les gens vont être affectés à l'immigration, ils vont changer d'attitude, mais finalement, ils vont revenir vers leur attitude modérée très rapidement. Bah non, pourquoi? Parce que comme vous l'avez dit très bien dans votre introduction, il y a des moments qui sont cruciaux, typiquement les élections. Les élections vont être des moments, du coup, dans lesquels on va parler beaucoup d'immigration. Donc, si vous croyez en ce que je vous ai dit, les gens vont se polariser vers des attitudes particulières, vers des votes particuliers. Or, ces votes, ces attitudes, elles vont peut-être disparaître dans le temps, mais l'impact de leur vote, il va continuer à travers des gens qui auront été élus, des politiques migratoires, etc. Donc ça reste un phénomène qui est important. Donc voilà pour cette première idée sur la science. Et alors, est-ce que vous pouvez me dire, mais attends, est-ce que du coup, ça veut dire que parler d'une certaine façon de l'immigration ou pas, ça n'a aucun impact? Bah non, ça a aussi un impact, d'accord, qui est peut-être un peu moins important, mais ça a un impact. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant dans une deuxième recherche qu'on a faite pas avec Sarah, mais avec d'autres chercheurs. Donc Thomas Renaud, qui est professeur, qui est maître de conférence à l'Université Paris 1, et Sekou Keita, qui travaille au ministère du Travail en Allemagne. On a essayé de voir est-ce qu'il y avait un effet de la persuasion. Alors, pour vous illustrer cet effet de persuasion avec un cas concret, je vais prendre l'exemple de l'immigration et la délinquance. Lorsque vous demandez aux gens qui sont contre l'immigration pourquoi ils sont contre l'immigration, ou d'exprimer de manière un peu plus détaillée ses préférences, en général, ce qu'on voit, c'est que les anti-immigrations font un lien très fort, une connexion très forte entre immigration et délinquance, avec l'idée que l'immigration, potentiellement, renforcerait la délinquance dans les pays receveurs de migrants, augmenterait l'insécurité, etc. C'est quelque chose que vous avez déjà probablement entendu dans le débat public,
Et je vous donne un chiffre, la Commission nationale donc, consultative des droits de l'homme qui fait des enquêtes régulières, en 2020, donc c'est le dernier chiffre que j'ai trouvé, montrait qu'il y a 52% des Français qui voient l'immigration comme la cause principale d'insécurité. Donc vous voyez, c'est un phénomène qui est important. Et c'est pas qu'en France, si vous prenez, donc ici vous avez International Social Survey qui s'amuse à faire des enquêtes très similaires, exactement les mêmes dans plein de pays différents. Vous avez ici la part des gens qui répondent oui à l'immigration augmente la délinquance et la criminalité. Évidemment, c'est très hétérogène. Aux États-Unis, les attitudes sont plutôt très positives, donc c'est très faible. Vous avez par exemple la Russie qui est à l'autre bout du spectre. La France est ici. Vous avez 45%, donc ça correspond à peu près au chiffre de 2020. C'était en 2013, hein. C'est la dernière enquête qu'on a. La prochaine sera 2023 et on l'a pas encore. Mais donc on était à 45% à peu près. Ça correspond à peu près aux 50% que je vous donnais tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que non seulement on a toujours une partie importante de la population qui répond oui, il y a un lien entre immigration et délinquance, mais surtout on trouve peu de monde pour dire non. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent je ne sais pas, qui sont neutres, mais on a peu de monde pour venir défendre l'idée inverse, l'idée qu'il n'y aurait pas d'effet entre immigration et délinquance. Alors, que nous montre la recherche? Il y a des recherches en économie depuis longtemps. Il y a encore un papier qui vient de sortir récemment qui fait un résumé de ces recherches-là. Est-ce qu'il y a un lien vraiment entre immigration et délinquance? Euh, Autant pour moi, si j'utilise le mot crime, qui est un mot qu'on utilise dans cette littérature-là, parce qu'il y a une littérature qui est en anglais, comme beaucoup de littérature en économie, mais ici j'entends bien délinquance, avec l'idée qu'il y a des crimes effectivement qui sont classés de manière plus grave que d'autres en France. Vous avez les contraventions de type 1, 2, 3, etc., les délits, puis les crimes. Ok, mais ici je vais tout englober, et vous verrez que dans les résultats, effectivement, il y a des différences importantes sur ces distinctions-là. Effectivement, si vous regardez juste les chiffres de la justice, bah, effectivement, vous avez 7,4% d'étrangers en France, vous en avez 14% parmi les affaires traitées dans la justice, vous en avez 16% parmi ceux qui ont reçu une sanction pénale, et vous en avez 23% dans les prisons. Donc, si vous regardez juste les chiffres de base, effectivement, oui, il y a une surreprésentation des étrangers dans les statistiques liées à la délinquance en France, et c'est vrai dans à peu près tous les pays. Mais qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces statistiques? Bah, pas grand-chose. Elles peuvent être le reflet de plein de choses. Elles peuvent être le reflet que dans certains pays, c'est pas le cas de la France, en tout cas pour l'instant, l'immigration est un délit en soi. Vous avez un délit de séjour. Donc bah, ça, c'est typiquement un crime qui va toucher les immigrés et pas les natifs. Donc ça va augmenter la proportion mécaniquement des immigrés qui vont se retrouver dans les statistiques de la délinquance. Ça peut être le reflet de la discrimination. Imaginez que vous ayez dans un pays, je ne sais pas, vous avez par exemple une probabilité plus forte d'être arrêté si vous avez un certain type de couleur de peau ou si vous venez d'une certaine origine. Bah, effectivement, vous avez une probabilité plus forte de vous retrouver dans les statistiques de justice. Ça, on l'a documenté avec d'autres chercheurs. Si vous regardez égal, caractéristiques égales, ben, si vous êtes un immigré, vous avez une probabilité plus forte d'être arrêté, d'être jugé, d'être sanctionné. Donc à la fin, ben, il y a plus d'immigrés dans les prisons. Est-ce qu'il y a une partie de cette surreprésentation qui est vraiment due à l'effet de l'immigration? C'est ça qui nous intéresse. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde dans des pays, lorsqu'il y a des vagues migratoires soudaines et importantes, est-ce qu'on remarque qu'il y a une augmentation plus importante de la délinquance? Ce qu'on trouve, c'est qu'en général, il n'y a pas d'augmentation de la criminalité, il n'y a pas d'augmentation des crimes graves, il n'y a pas un taux de meurtre plus important, d'homicide, il n'y a pas un taux de viol plus important, etc. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un taux de délinquance sur les crimes qu'on va appeler les délits économiques, les vols, si vous voulez, qui est effectivement plus important. Et comment on explique cet effet plus important sur les vols? Bah, tout simplement par l'intégration économique. Et on voit que lorsque les immigrés ou les réfugiés ou les demandeurs d'asile, là je prends vraiment une catégorie très large, rentrent dans un pays et sont empêchés de travailler, d'accord? Pensez par exemple aux gens qui demandent le statut de réfugié et qui n'ont pas le droit de travailler pendant un certain nombre de mois, bah, ça freine leur intégration économique et évidemment, du coup, bah, ça augmente leur probabilité de commettre un délit, d'accord? Et quand on corrige ça, lorsqu'on a des politiques d'intégration meilleures, à ce moment-là, on réduit très fortement cet effet et du coup, l'immigration finit par avoir un effet très très faible, voire nul sur la délinquance. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que c'est un lien causal, l'immigration et la délinquance? Probablement non, c'est plutôt une corrélation qui signifie quoi? Ben, qui signifie que effectivement, c'est pas le fait d'être un immigré en soi qui augmente la probabilité de commettre un délit, mais c'est des caractéristiques comme la pauvreté, être un homme, être jeune, qui sont des caractéristiques qui sont plus représentées dans les catégories d'immigrés, mais qui, lorsqu'on les retrouve chez les natifs, augmentent aussi de la même manière la probabilité de commettre un délit. D'accord? Donc en fait, finalement, la littérature sur ça, elle est assez rassurante. Elle nous dit qu'il n'y a pas vraiment de lien très important ou causal entre immigration et délinquance, mais c'est finalement un lien qu'on connaît, c'est le lien entre pauvreté et intégration économique. Et du coup, ben, si on a des barrières à l'intégration aux gens, ben, forcément, on augmente leur probabilité, on les met, si vous voulez, dans la position
forcé, entre guillemets, plus fort de commettre un délit. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je ne sais pas si je les garde pour la fin ou je ne sais pas. Yes. Je sais pas. OK. Je vais vous fournir les slides. Il y a pas de souci. Euh, alors, encore une fois, voilà. Donc, les natifs peuvent percevoir cette corrélation et pas la causalité. Vous pouvez avoir tout un tas de raisons qui font que les statistiques en elles-mêmes refiètent un biais politique. Et puis, vous avez effectivement peut-être le report médiatique qui peut être biaisé. Et donc ça, c'est ce qu'on va essayer d'étudier. Est-ce que lorsque les médias traitent différemment la délinquance d'origine native et d'origine étrangère, est-ce que ça change ce que les gens pensent à propos du lien entre immigration et délinquance? Autrement dit, est-ce qu'il y a une partie de la corrélation que je vous ai montrée, les gens pensent qu'il y a un lien, qui est dû au report médiatique, à la façon dont on reporte la criminalité et la délinquance dans les médias? Euh, on voit dans les médias, et ce n'est pas un cas spécifique français, j'ai pris un exemple suisse ici, que oui, les médias ont tendance à reporter plus un crime ou un délit qui va être commis par un immigré plutôt que par un natif. D'accord? Donc ça entraîne une surreprésentation dans les médias par rapport à la criminalité réelle enregistrée et qui apparaît de l'immigration, de la délinquance, pardon, qui est due aux personnes d'origine étrangère. Vous avez un article qui est sorti il y a pas de si longtemps que ça, en 2021, qui regardait en Suisse, pour tous les journaux, ils ont pris tous les articles, d'accord? Ils ont regardé s'il y avait des articles qui parlaient de crimes, ils ont regardé est-ce que ça désignait un immigré ou une personne native, la personne suspecte, et ensuite ils ont comparé ça aux vraies statistiques de la justice. Et ils ont montré que dans les municipalités, dans les endroits où les médias, les journaux locaux avaient tendance à surreporter la criminalité étrangère par rapport à la criminalité native, bah, il y avait eu un effet très fort sur les votes, par exemple en 2009, pour ou contre la construction de nouveaux minarets. Et ce n'est pas un effet qui est peanuts, si vous voulez, c'est un effet qui est assez important. Il montre que sans ce biais médiatique, en gros, l'avance contre les minarets aurait été 4 points de pourcentage plus faible pour un résultat final qui était de 57%. Donc vous voyez on ne saurait pas changer le vote, mais on serait passé dans une marge de victoire qui aurait été beaucoup, beaucoup plus faible. Et donc potentiellement, le niveau aurait été plus faible initial, ça aurait pu changer les votes. D'accord? 4 points de pourcentage, c'est énorme. Donc nous, on va voir ça, on va dire, bah, effectivement, essayer de recomprendre ça à travers une expérimentation. Alors, quel est le problème? Quelle est la difficulté lorsqu'on essaie de répondre à cette question? Est-ce que les médias impactent, oui ou non, la représentation qu'ont les gens du lien entre immigration et délinquance? Bah, la difficulté, c'est que je ne peux pas me contenter d'aller interroger des gens qui lisent des journaux dans lesquels je remarque qu'il y a un biais très fort anti-immigration et des journaux dans lesquels il y a un biais très fort pro-immigration. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Bah, tout simplement, qu'est-ce que vous allez capter? Vous allez capter que les gens qui regardent les journaux en faveur des immigrés, si vous voulez, bah, c'est des gens qui sont aussi en faveur des immigrés. Et les gens qui regardent les journaux dans lesquels il y a une surreprésentation des immigrés dans la délinquance, bah, c'est des journaux dans lesquels les gens probablement n'aiment pas trop l'immigration. Donc vous avez comme ça ce qu'on appelle un phénomène d'autosélection. Les gens choisissent les journaux qu'ils ont envie de lire, qui les confortent dans leur idéologie. Et à l'inverse, les médias s'adaptent aussi à leur public. Les médias, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent vendre des exemplaires et donc bah, ils vont mettre à l'agenda ce qui plaît à leurs lecteurs. Donc, pour répondre à cette question, il faut trouver dans l'histoire un moment, un événement dans lequel une population, d'accord, s'est retrouvée de manière complètement aléatoire, exposée d'un coup à un média qui a changé son reporting de la criminalité, d'accord, sans que ce soit parce qu'ils voulaient vendre plus de journaux à leurs lecteurs ou sans que les lecteurs les demandaient eux-mêmes. Bah, cette expérience naturelle-là, on l'a en Allemagne. Je vais vous raconter ce qui s'est passé en Allemagne. Ce qu'il faut savoir en Allemagne, peut-être vous le savez déjà, c'est qu'il y a un code de la presse, le Pressekodex. Et dans ce code de la presse, on définit à peu près toutes les règles que doivent suivre les journalistes. Ce n'est pas un code qui est obligatoire, mais il y a vraiment une pression par les pairs, par les autres journalistes, pour faire attention à ce que chaque journaliste le suive, et évidemment, et les rédactions qui ne le suivraient pas vont pouvoir être pointées du doigt, etc. Et donc, dans ce code de la presse, qui est ancien, hein, qui date de après la Seconde Guerre mondiale et qui évidemment arrive en Allemagne parce que vous avez, post-Seconde Guerre mondiale, toute l'historique de la propagande nazie, etc., qui est très forte, et donc une envie de réguler ce qu'on peut dire dans la presse. Vous avez un article 12 qui dit, je vous le lis, il n'est pas permis de faire référence à l'appartenance du suspect à une minorité religieuse, ethnique ou autre, sauf si cette information peut être justifiée comme étant pertinente pour la compréhension de l'incident par les lecteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un journaliste allemand qui doit reporter un crime, n'importe quel crime, un délit, un viol, ce que vous voulez, il doit se demander, est-ce que l'information de l'origine du suspect, elle est pertinente pour comprendre le crime qui a été commis? Typiquement, dans le cas d'un viol, on ne voit pas bien pourquoi, d'accord? Donc, il n'y a pas de raison de le dire. Par contre, si vous avez, je ne sais pas moi, un attentat terroriste avec une revendication particulière ou
un immigré qui commet un délit justement en raison d'une revendication particulière liée à son statut, etc. Je ne sais pas. Là, ça peut avoir un sens. Mais en tout cas, vous voyez que les journalistes sont confrontés à cet examen de conscience à chaque fois de se dire, bon, ben, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Il se trouve qu'en 2016, à Cologne, vous vous en souvenez, peut-être, il y avait eu cet événement hautement reporté, une centaine d'agressions sexuelles sur des femmes qui avaient été en grande majorité commis par des suspects qui étaient d'origine étrangère et qui étaient issus de la vague de réfugiés en 2015. Ce qui s'est passé, c'est que les médias traditionnels ont suivi le code de la presse et se sont dit, c'est pas une information pertinente, on ne le reporte pas. Or, dans les réseaux sociaux circulait déjà l'information de l'origine potentielle des suspects. Et 4 jours après, pendant la conférence de presse de la police a dit, ben oui, effectivement, il y a tant des sujets, tant des suspects qui sont de telle origine, telle origine. Et à ce moment-là, en Allemagne, il y a vraiment eu un débat très, très, très important où les gens se sont dit, attention, la presse nous ment, la presse nous manipule et manipule systématiquement l'information en faveur ou en défaveur, ça dépend les journaux, des immigrés ou des personnes d'origine étrangère. Et donc, il y a eu une discussion très importante à cette époque-là sur la justification d'avoir cet article 12. Est-ce que vraiment cet article 12, il était légitime ou non? Donc, il y a eu un débat très long. En mars 2016, l'association de presse allemande a dit, OK, stop, on arrête, on change pas le code. Ça fonctionnait très bien jusqu'ici. On va pas changer le code pour un événement. D'accord? Et donc, on garde ce truc-là. Et donc, ça, c'est juste pour vous montrer sur Twitter, on a collecté ici à gauche le nombre de tweets dans lequel il y avait le hashtag Lugenpresse, qui veut dire fake news. Et ici, vous avez la date, d'accord, de Cologne. Vous voyez qu'il y a une résurgence très importante. Et ici, vous avez le nombre de gens qui ont entré le mot presse codex, code allemand, sur Google. Vous voyez qu'il y a un pic pareil à ce moment-là. C'est pour vous montrer que vraiment, c'était un débat qui était important. Il se passe un truc en juillet 2016 qui va être important pour nous et pour nous permettre de répondre à cette question. En juillet 2016, vous avez un journal, le Sächsische Zeitung, pardon pour ceux qui parlent allemand, je ne parle pas allemand, donc c'est probablement pas la bonne prononciation. Et donc le Sächsische Zeitung décide unilatéralement, sans prévenir personne, de changer sa politique de report et de ne plus suivre le code de la presse. Donc il l'annonce, d'accord, dans le journal de manière officielle, dans un article qui s'appelle Les faits contre les rumeurs, dans lequel ils disent, voilà, après des discussions controversées entre nous, on a décidé de ne plus se conformer aux directives du Conseil de la presse allemande sur la criminalité étrangère. À partir d'aujourd'hui, on signalera toujours, dès qu'on connaît cette origine, l'origine du suspect. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça induit? Bah, ici, vous avez, source graphique, la part de tous les articles. Donc, on a collecté tous les articles qui parlaient de criminalité, d'accord, entre 2014 et 2018 en Allemagne. D'accord? Dans plein de journaux. Alors, ce n'est pas tous, parce qu'on n'a pas tous les journaux, mais on a beaucoup, beaucoup de journaux, les journaux principaux, les gros journaux. Et donc, en noir, vous avez la courbe de tous les journaux, la moyenne. Et en pointillé, vous avez le Sachsen-Zeitung. Et donc, vous avez représenté ici la part des articles qui parlent de crime dans lequel on trouve une origine, d'accord, du suspect qui est donnée ou pas. Vous voyez qu'on n'est jamais à 100%. Pourquoi? Bah, parce que dans plein de crimes, on ne connaît pas. On ne sait pas qui a commis le crime. Voilà, il y a eu un vol qui a eu, donc c'est reporté dans la presse, mais on ne sait pas qui est le suspect, donc il n'y a pas d'origine qui est donnée. Vous voyez qu'avant juillet 2016, donc la barre que vous avez au milieu, vous aviez effectivement à peu près le même report du Saxo Zeitung que des autres journaux. Et vous voyez que, bam, en juillet 2016, d'un coup, il y a un écart qui se crée entre ces deux courbes, qui est égal à peu près à 10%, à 10 points de pourcentage, qui vous dit, à partir d'aujourd'hui, vous voyez que le Saxo Zeitung, dans ses articles de criminalité, on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits où il y a l'origine du suspect qui est donnée. Et si on creuse, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces nouveaux articles, d'accord, dans lesquels, cette fois-ci, avant, on ne donnait pas l'origine du suspect, maintenant, on la donne, ce pas des articles qui disent c'est un immigré qui a créé un crime. C'est des articles qui disent ici, c'était un Allemand de 25 ans, ici, c'était un Allemand de 30 ans, ici, c'était un Allemand ingénieur, ici, c'était un Allemand, un Allemand, un Allemand. Ce qui se passe, c'est que nouvellement, quelque chose qu'on ne faisait pas avant, c'est-à-dire que quand ce n'était pas un immigré, on ne disait rien, maintenant, on se met spécifiquement dans ce journal-là à dire c'est un Allemand. Et donc ça, c'est bien pour nous parce que ça va nous permettre du coup de comparer avant-après, juillet 2016, avant-après changement, des gens qui sont dans la zone de diffusion de Saxo Zeitung, donc qui potentiellement sont exposés à ce journal-là, et des gens qui sont en extérieur, qui ne sont pas exposés. Pourquoi? Parce que ce journal-là, il a une particularité, c'est que c'est un journal régional. Vous voyez qu'il est ici, vous avez les ventes, on a récupéré toutes les données sur toutes les ventes dans tous les kiosques, avec tous les abonnements, etc. Vous voyez qu'il y a quelques abonnements à Hambourg et à Berlin, dans les deux plus grosses villes, mais sinon, c'est un journal qui est uniquement régional. Et même à l'intérieur de la région de Saxe, vous voyez qu'on a des endroits où il n'est pas du tout vendu. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres journaux locaux qui sont très vendus. Pensez par exemple à la Provence, en France, ou à des journaux comme ça qui vont être vendus très, très localement. Et donc, du coup, on va pouvoir comparer à l'intérieur de Saxe des gens qui sont dans des municipalités dans lesquelles c'est vendu et des gens qui sont dans des municipalités dans lesquelles c'est pas vendu. Alors, qu'est-ce qu'on trouve?
Ben, on trouve que cette exposition soudaine est plus forte à la criminalité du coup des natifs, le fait de se retrouver tous les jours à lire des articles dans lesquels on dit c'est un Allemand, c'est un Allemand, c'est un Allemand, ben, ça réduit ce qu'on peut mesurer dans des enquêtes individuelles sur le lien que font les gens entre immigration et délinquance. C'est-à-dire qu'on a moins de gens qui disent oui, il y a un lien entre immigration et délinquance. Donc c'est comme si vous vouliez, les gens réalisaient d'un coup que finalement la majorité de la délinquance, et c'est aussi une question de chiffres, hein, la majorité des personnes sont des natifs, y compris en Allemagne, bah, sont commis par des natifs. Ok. Autrement dit, c'est comme si auparavant, quand il n'y avait pas l'information, bah, ils remplaçaient ça par ce qui leur paraissait probable, c'est-à-dire bah, c'est probablement un immigré. Ok. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois ça va changer les perceptions, ce report plus neutre, systématique de la criminalité native, ça va changer les perceptions sur le lien entre immigration et délinquance. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, cette inquiétude liée à l'immigration va se reporter sur l'inquiétude liée à la criminalité. C'est-à-dire, ce qu'on observe, c'est que du coup, les gens deviennent plus inquiets de la criminalité de manière générale. Ok. Il y a un transfert. Avant, ils n'étaient pas trop inquiets de la criminalité, en tout cas moins inquiets. C'était un problème qui était lié à l'immigration pour eux, d'abord. Maintenant, c'est un problème en soi et plus un problème qui est lié à l'immigration. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que ce changement-là, il a tout changé, que maintenant tous les gens disent qu'il n'y a pas de lien. C'est des changements qui sont marginaux, qui sont quand même importants. On les estime et on les mesure en termes de quantification dans nos articles, mais c'est un vrai changement qui montre potentiellement l'impact de la presse. Vous avez d'autres articles qui font ça. Et pour revenir à la première présentation qui était hyper stimulante, qui m'a refait penser à un article en économie, dans lequel, aux États-Unis, donc l'agence de presse, donc l'équivalent de l'AFP en France, a décidé de bannir complètement le terme illegal migrants, qui doit être remplacé par person entering illegally in the country. Parce qu'avec l'idée que personne n'est illégal en soi, c'est l'action qui a été commise qui est illégale. Et il y a une chercheuse qui s'est amusée à regarder, du coup, les journaux qui avaient tendance à utiliser beaucoup ces reports, ces dépêches, comme en France de l'AFP, historiquement. Du coup, les lecteurs de ces journaux, de manière aléatoire, sont retrouvés à des articles qui disaient plus illegal immigrants, mais autre chose, d'accord? Et on voit que ben, ces gens, dans ces zones-là, les gens sont plus pro-immigration après, en tout cas deviennent moins anti-immigration. Donc on a un vrai effet de persuasion de la presse sur le sujet migratoire de la façon dont on parle. Dans l'article précédent dont je vous parlais, on voit que par exemple, lorsque vous parlez d'immigration et de terrorisme, bah, évidemment, tout le monde devient plus contre l'immigration. D'accord? Parce que le terrorisme, c'est un événement très fort. Quand vous parlez d'immigration en France, tout ce qui est lié à l'accueil des réfugiés, au camp des réfugiés, au coût de la migration, là, les gens ont tendance à se polariser. C'était l'effet que je vous disais. Ils deviennent un peu plus contre, un peu plus pour. Ok. Et par contre, ce qui est intéressant qu'on trouve, c'est que quand vous parlez d'immigration ailleurs, en Allemagne, aux États-Unis, etc., bah là, vous tirez plutôt de l'empathie. Donc, entre guillemets, s'il n'y a pas de coût associé à accueillir les migrants, si c'est ailleurs, parler plus d'immigration, vous allez plutôt en tirer de l'empathie et tirer des gens vers le pro-immigration. Donc voilà pour ces résultats, je vous passe les graphes et j'en arrive à ma dernière partie. Combien j'ai de temps à peu près juste pour voir si que je n'ai ni trop vite ni trop lentement? Si là, en moins de 10 minutes, ce serait, ou même 5 max, oui, max 10 minutes, pour qu'on ait quand même le temps, effectivement, de redonner la parole aux participants. Merci, Jérôme. Je fais la version 10 minutes en espérant qu'elle soit claire et si elle n'est pas, on pourra rediscuter. La troisième et dernière question qui arrive, c'est OK, donc si les médias jouent, à la fois en parlant d'immigration ou en parlant de certaines façons, quel est l'impact du fact-checking? Ça, c'est un sujet récent, d'accord, qui émerge. Je vais aller très vite. Encore une fois, on a encore ce problème de sélection. Si vous faites du fact-checking, vous ne pouvez pas vous dire, OK, est-ce que le fact-checking est efficace? Je vais aller mesurer ce que les gens pensent sur l'immigration, et puis je vais regarder les journaux qui ont fact-checké l'immigration et les journaux qui n'ont pas fact-checké. Là encore, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les gens qui choisissent de lire des journaux qui fact-checkent l'immigration sont des gens bien spécifiques. Donc il nous faut créer des expériences. Je vais vous parler d'une expérience qui a été faite. En gros, ce qu'on a fait, donc ce n'est pas une expérience que j'ai faite moi, hein, c'est une expérience de Emric Henry, Katerina Zurawskaya et puis d'autres en 2020. Ils se sont intéressés pendant la campagne présidentielle de 2017. Ils ont interrogé les gens sur ce qu'ils pensaient de l'immigration et leurs intentions de vote, d'accord? Et ils en ont aussi exposé certains à des fake news qui avaient été données, des vraies fake news par Marine Le Pen à propos de l'immigration, des faux chiffres. Et ensuite, parmi ces personnes-là, certaines qui ont été tirées aléatoirement, pardon, qui ont reçu des fake news, ils vont aussi exposer certaines personnes de manière aléatoire au fact-checking. Ils vont corriger cette information. Ils vont dire, ah mais attention, par contre, cette information, elle est fausse. Qu'est-ce que ça induit chez les gens? D'accord, en termes de réponse. Alors, qu'est-ce qu'on voit en termes de résultats? Je vous fais la version courte. Ce qu'on voit, c'est que oui, les fake news affectent bien les opinions et les intentions politiques. C'est-à-dire que lorsque vous donnez des fake news aux gens, bah, vous changez leur information et vous changez leurs intentions de vote.
La question, c'est est-ce que le fact-checking corrige ça? Est-ce qu'il est capable de le corriger? Eh bien, le fact-checking, il n'est pas capable de tout faire. Ce qu'il est capable de faire, c'est de corriger l'information factuelle. Je vous donne un exemple. Reprenons l'exemple le plus simple, le nombre d'immigrés en France, d'accord, la part des immigrés en France. Vous donnez une fake news, vous changez l'information des gens. Vous leur dites, il y a 90% des immigrés en France. Ben, vous augmentez leur probabilité non seulement de croire ça, et puis de voter pour l'extrême droite. OK? Maintenant, vous venez corriger. Vous dites, ah non, pardon, c'est pas 90, c'est 12. D'accord? C'est 12% ou 20 si on prend les secondes générations. Ben, ce qui se passe, c'est que les gens vont bien intégrer l'information. Ah oui, d'accord, je n'avais pas compris, c'est 20, mais ils vont garder leur changement d'opinion. D'accord? Alors pourquoi? La question, c'est pourquoi? Donc, encore une fois, l'information, le fact-checking corrige bien l'information, et c'est super important. C'est un résultat assez encourageant de se dire qu'au moins, avec le fact-checking, les gens ont une bonne information. Juste deux, trois précisions. Ça reste quand même difficile de changer l'information qu'ont les gens dans dans certains cas particuliers. Les gens qui ont des opinions très extrêmes et qui vont tendance à pas croire, ils vont pas croire l'information qui leur a été donnée. Euh, Évidemment, l'information, elle se tendance à s'oublier dans le temps. Donc, l'efficacité du fact-checking, il diminue dans le temps. C'est pas on a donné l'information et à vitam aeternam, les gens savent. D'accord? Non, ça diminue. Et dans des moments de polarisation très forts, dont on parlait tout à l'heure, campagne électorale, etc. Mais quand même, en moyenne, on voit que le fact-checking, il est efficace pour l'information. Pourquoi il ne corrige pas les opinions? Ben, on revient à nos trois mécanismes tout à l'heure. Peut-être que c'est du motivated thinking, c'est-à-dire que quand vous leur parliez de quelque chose qui allait dans leur sens, ben, les gens prenaient en compte cette information. Quand vous leur faites le fact-checking, ça ne va pas dans leur sens, ils l'ignorent, s'en foutent, ok, tout simplement. Peut-être c'est un mécanisme un peu de fainéantise, c'est-à-dire que, ok, j'ai rattaché l'information, la bonne information, mais je ne vais pas aller la rattacher à mes opinions jusqu'à changer mes opinions, ce qu'on appelle en psychologie le lazy thinking, d'accord? Ou alors peut-être que c'est le mécanisme dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le mécanisme de salience. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous avez commencé à exposer ces gens au fact-checking, aux fake news, bah, ce que vous avez fait, c'est qu'à chaque fois, vous leur avez parlé d'immigration. D'accord? Et donc, en fait, peu importe l'information que vous avez augmenté la probabilité qu'ils aient des opinions extrêmes. Et donc, c'est un peu l'argument, évidemment, avec des tests supplémentaires qu'avancent ces auteurs-là dans ce papier-là, c'est de revenir à ce truc de science, de dire, en fait, juste parler d'immigration et donc exposer à du fact-checking, oui, on corrige l'information, mais on parle aussi d'immigration. On parle de quelque chose qui est important pour les gens potentiellement et qui donc peut tirer leur attitude vers autre part. Alors, est-ce que ça veut dire que le fact-checking est complètement inefficace? Encore une fois, non. Quel est son objectif? Si c'est corriger l'information, il a réussi. Si c'est corriger les opinions, c'est plus difficile. Par contre, je finirai par ça en allant très vite, le fact-checking a été montré être efficace sur la circulation des fake news. On a fait des expérimentations, par exemple sur Facebook ou sur Twitter, avec lesquelles, de manière aléatoire, on demandait aux gens qui étaient exposés à une fake news et qui allaient la partager. Au moment de la partager, on disait attention, ceci est potentiellement une fake news. Est-ce que vous désirez regarder une petite vidéo ou une petite note qui vous explique pourquoi et qui vous fait le fact-checking? Ce qu'on remarque, c'est que quand on fait ça, bah, les gens ont tendance à moins partager l'information. Je ne dis pas qu'ils croient ou pas au fact-checking, mais en tout cas, ils se disent, oula, l'information que je vais partager, potentiellement, elle est fausse, puisqu'elle est exposée à un fact-checking. Donc, je vais moins la partager, je vais moins prendre de risques. Ça a été montré aussi sur les politiques aux États-Unis, sur les sénateurs, si je me souviens bien, à qui on a envoyé des notes sur le risque du fact-checking, des fausses informations sur leur réputation. Et ceux qui les ont reçues par rapport à ceux qui ne les ont pas reçues ont tendance à relayer moins de fake news, parce qu'ils sont conscients du danger potentiellement de se faire corriger par la suite. Donc le fact-checking, il peut avoir cette efficacité-là de ralentir la circulation des fake news. On sait que les fake news circulent beaucoup plus vite que le fact-checking sur les réseaux sociaux. Et donc il y a vraiment cet enjeu de vitesse de circulation, comment on arrive à contrer ces fake news qui peuvent aller très très vite, se diffuser très vite. Et donc le fact-checking, il peut avoir cette efficacité-là. Et je crois que je vais m'arrêter là en concluant très très rapidement pour prendre vos questions si vous en avez. Ce qu'on a pu dire, c'est quoi? C'est que oui, les médias influencent ce que les gens pensent à propos de l'immigration, de manière, c'est vrai pour d'autres sujets, mais particulièrement pour l'immigration. Un mécanisme, il un résultat important, c'est que simplement parler d'immigration, c'est déjà changer les attitudes, changer la distribution des attitudes. Donc ça pose des questions aussi pour les gens qui sont même pro-immigration et qui veulent en parler tout le temps. Est-ce qu'on a intérêt à le faire? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à le faire? Peut-être que c'est un peu, vous avez l'expression remettre de l'huile sur le feu. Euh, Ça pose des questions, en tout cas, qu'il faut avoir en tête. En revanche, donner une information de qualité, une information factuelle aux personnes, comme je vous l'ai montré dans le cas de cette expérience du Saxo Zeitung, ça a une importance. Le fact-checking aussi a cet effet-là.
de corriger l'information que les gens ont. Euh, pour l'impact même du fact-checking, je dirais attention. Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul, même au niveau de la recherche. Il faut être conscient que ça peut avoir des effets bénéfiques, mais il faut être conscient aussi de ces effets pervers qui peuvent exister. Et donc, quand on fait du fact-checking, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut beaucoup plus de recul sur ce sujet-là avant de se lancer à corps perdu dans tout essayer de fact-checker. Parce qu'il y a aussi ce danger au final, les gens peuvent penser que tout est faux. Et donc à la fin, que toutes les informations sont fausses, y compris celles qui sont fact-checkées. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je suis ravi d'y répondre.